Bonjour. Dans cette deuxième séance du cours mécanique du solide, on va la consacrer au torseur. Dans ce sens, vous allez voir les définitions, des définitions pour les torseurs, pour l'axe central, pour le moment d'un torseur par rapport à un axe, etc. Et quelques propriétés avec des démonstrations. Donc d'abord, un torseur, c'est quoi un torseur? Un torseur, c'est un couple de deux vecteurs R et M. Avec R, c'est le vecteur, s'appelle donc le vecteur du champ M. Et M, c'est un champ antisymétrique. R et M sont dits les éléments de réduction du torseur tau. Avec R, c'est la résultante et M, c'est le moment. Au un point A, on peut définir le torseur tau de A est égal R, donc MA. Comme M est un champ antisymétrique, alors on a un point B quelconque, MB est égal MA plus R vectoriel BA, AB est égal MA plus BA vectoriel R, car M est un champ antisymétrique. Il y a deux types des invariants des torseurs. Il y a ce qu'on appelle les invariants scalaires et les invariants vectoriels. Donc l'invariant scalaire, il est défini, il est noté avec IS ou O mu. Il est noté, il est égal à R scalaire MA, qui est une constante. Et quel que soit, c'est-à-dire quel que soit le point B de l'espace, on a R scalaire MB est égal à R scalaire MA. En effet, R scalaire MB est égal à R scalaire MA plus BA vectoriel R, car M est un champ antisymétrique, donc est égal à R scalaire MA plus R scalaire BA vectoriel R. Comme le BA vectoriel R est un vecteur qui est perpendiculaire à R, alors ce produit scalaire est nul. Par conséquent, quel que soit A et B, R scalaire MB est égal à R scalaire MA. Le deuxième variant d'un torseur, c'est ce qu'on appelle l'invariant vectoriel. Cet invariant vectoriel il est défini par I de S sur le module carré de R fois R. Donc, c'est un vecteur qui est constant. Donc, on peut faire plusieurs opérations sur les torseurs. Donc, d'abord, on a l'égalité. Donc, deux torseurs, tau 1 et tau 2 sont égaux. Si et seulement si leurs résultantes sont égales, c'est-à-dire R1 est égal à R2, et leurs moments sont égaux, M1 est égal à M2, tout simplement. Il y a la deuxième opération, c'est l'addition. Donc, si on va faire l'addition d'un torseur tau 1 avec un torseur tau 2, alors, le résultat est un torseur tau avec dont sa résultante est égale R1 plus R2, et dont le moment M est égal M1 plus M2, tout simplement. On peut aussi multiplier par un scalaire. Donc, la multiplication par un scalaire d'un torseur, lambda tau, tout simplement, est un torseur dont les éléments de réduction sont lambda R et lambda M, tout simplement. Il y a le torseur nul. Un torseur, il est nul si et seulement si, sa résultante est nulle et son moment est nul. Il y a le commomont. Le commomont de deux torseurs, tau 1 et tau 2, il est défini par, il y a le tau 1 au point A, commomont tau 2 au point A, le point, indique le commomont, ce n'est pas un produit scalaire, pour ne pas faire cette confusion, c'est un commomont, est égal tout simplement R1 fois M2 de A plus R1 fois MA, c'est un produit scalaire. Donc R1 scalaire M2 de A et R2 scalaire M1 de A, c'est un produit scalaire. Et on a, quel que soit le commomont, il est indépendant du point où on fait le calcul. C'est-à-dire, quel que soit A et B de l'espace, tau 1, le commomont de tau 1 et tau 2 au point A est égal au commomont de tau 1 et tau 2 au point B. Donc, en effet, tau 1, le commomment tau 1, tau 2 au point B est égal R1 M2 au point B plus R2 M1 au point B, puisque M1 et M2 sont deux champs antisymétriques, alors on peut avoir M2 de B est égal M2 de A plus BA vectoriel, PA vectoriel R2, la même chose pour M1 de B. Donc on va faire le développement, il va nous donner R1 scalaire M2 plus R1 scalaire BA vectoriel R2 plus R2 scalaire M1
plus R2 scalaire BA fois R1. Donc, il va nous donner bien sûr R1 M2 plus R2 M1. Donc, il y a donc les deux termes R1 scalaire BA vectoriel R2 et R2 scalaire BA vectoriel R2. Donc, c'est un produit mixte. Et on a déjà dit, bien, le produit, donc, l'invariance du produit mixte par permutation circulaire. Donc, on va retrouver donc, la somme de ces deux termes. Donc, c'est 0. Et par conséquent, donc, ton 1, le commandement de ton 1, taux 2 au point B est égal au commandement de ton 1 et taux 2 au point A. Il y a le commandement, le taux moment, donc c'est seulement donc lorsque taux 1 est égal à taux 2, et dans ce cas, donc taux A, commandement taux A ou le auto-moment taux A est égal 2 R scalaire MA, et R scalaire MA, on a déjà vu, donc c'est l'invariance scalaire, donc est égal à 2S. Donc on peut aussi donc faire la dérivée, supposons que la résultante et les moments, donc les deux ou l'un, ils dépendent d'une variable t, alors on peut faire donc la dérivée donc par rapport à cette variable et le résultat donc il va nous donner donc d de r de t par rapport à t et d de la dérivée du moment au point A par rapport à t. Une autre définition, donc on va définir donc l'axe central d'un torseur. Mais avant de donner donc la définition de l'axe central, on va définir le point central. Qu'est-ce que ça veut dire un point central d'un torseur? Tout simplement, tout point donc, est un point, donc tout point où le produit vectoriel du moment à ce point avec R est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que le moment à ce point donc, est collinéaire avec R, c'est-à-dire à ce point on a MA est égal à lambda R avec lambda appartient à R. Tout simplement. Donc, tout point qui vérifie donc cette expression, bien sûr, avec R différent de 0 est un point central. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un axe central? Tout simplement, l'axe central, c'est l'ensemble des points qui vérifient cette propriété. Donc, c'est l'ensemble des points qui vérifient cette propriété. Bien sûr, avec R toujours différent du vecteur nul, il s'appelle donc un axe central et noté delta. Donc, la question qui se pose maintenant, on a un axe central, donc c'est une droite. Donc, quelle est l'équation de cette droite? Donc, l'équation de cette droite, elle est en général, donc il y a une démonstration sur le polycopie. Tout simplement, si on considère un torseur, donc Rn, défini par sa résultante et son moment, R et son moment M, alors on peut définir donc l'équation de delta, son axe central par AB est égal à alpha R plus AC, alpha appartient à R. Bien sûr, B et C sont deux points quelconques donc de delta, et avec AC, donc c'est R vectoriel M1 sur R carré. Tout simplement, donc il suffit de mettre ici, donc pour avoir l'équation, de mettre ici donc alpha, multiplié par R, de remplacer AC par son expression, donc R vectoriel M1 sur le module carré donc, de R, et on aura donc AB. Si on veut donc faire le développement, donc on va noter donc X, B avec X, les coordonnées de B avec X, Y et Z, et on va développer. Donc on aura donc X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA est égal alpha RX, alpha RY, alpha RZ, plus donc la même chose, donc le résultat de ce terme. Donc à partir donc le moment, donc on peut définir aussi le moment d'un torseur par rapport à un axe. Dans ce cas, donc on va considérer un torseur donc taux Rm et un axe D défini par un point et un vecteur donc dirigeant. Donc, et considérons un B appartient à cet axe donc D. Alors, donc, on peut définir U scalaire M1, donc c'est le moment de taux par rapport à D. Donc, tout simplement, donc, le produit scalaire s'appelle le moment. Donc, il faut noter que le moment d'un torseur par rapport à un axe, il est indépendant du point où on fait le calcul. C'est-à-dire, quel que soit A et B, donc on a U et DMA est égal à U scalaire MB. Tout simplement. Donc, on peut donc, peu importe donc les points A et B appartiennent à l'axe, donc U scalaire MA est égal à U scalaire MB. Donc, le dernier point qu'on va donc traiter, c'est la décomposition et la classification d'un torseur.
Donc, donc le torseur, donc il y a deux cas particuliers des torseurs. Le premier cas sont ce qu'on appelle les glisseurs. C'est quoi un glisseur? Un glisseur, c'est un torseur associé à un vecteur lié, de telle façon que le champ ou le moment de ce vecteur, le moment de ce torseur, il est donné par PA au point B est égal PA vecteur R. Donc, et le support de ce glisseur, il est défini par les points P tels que donc PA vectoriel R est égal à 0. Donc, c'est une droite passant par A et engendrée tout simplement par R. Donc, il y a des conditions nécessaires et suffisantes. Donc, il y a une équivalence pour qu'un torseur soit un glisseur. La première, donc, s'il existe, donc il suffit d'avoir un point P tel que le moment où ce point P est égal à 0. Donc, dans ce cas, donc, tau est un glisseur. La deuxième, donc si un torseur de vecteur R a un moment nul ou un point A, donc alors ce torseur est un glisseur associé au vecteur lié AR. Et la deuxième point, c'est de trouver un point P tel que le vecteur R, le résultant R, il est perpendiculaire au moment où ce point P. Et dans ce cas, il existe un seul glisseur, donc ayant R comme vecteur, comme résultante, et M comme MP comme moment. Donc il faut noter que l'invariance scalaire d'un glisseur, elle est nulle. Donc elle est nulle pour la simple raison, soit R elle est perpendiculaire à M, donc, et dans ce cas, R scalaire M est égal à 0, soit le M est égal à 0, donc, et dans ce cas, donc, R scalaire M est égal à 0, et ainsi de suite. Le deuxième donc, cas particulier donc, des torseurs, donc, c'est ce qu'on appelle les couples. Donc, le couple, c'est tout simplement, donc, il y a une équivalence. S'il y a l'une des propriétés, c'est-à-dire, donc, R est égal à 0, ou la M est égal à constant, tout simplement. Donc, il y a deux définitions. Donc, on a deux cas particuliers donc, des torseurs, donc, à savoir donc, les glisseurs donc, et les couples. Donc, la question posée, est-ce qu'on peut décomposer un torseur sous forme d'une forme d'un glisseur et d'un couple? Oui, donc en général, donc soit tau, donc si on considère donc tau un torseur d'éléments de réduction donc R avec lié à un point A avec un moment MP, donc alors R, l'auto, donc R est égal à R, MP, donc est égal à R0 plus 0 MP. Donc automatiquement R0, donc c'est un glisseur, donc d'après la définition, donc l'une des conditions nécessaires et suffisantes, plus 0 MP, donc c'est un couple, c'est le cas, donc R est égal à 0. Donc, et dans ce cas, l'auto est égal au glisseur, donc le glisseur donc, associé au vecteur lié AR, donc au point A, plus le couple C, donc engendré par 0 MP. Donc, on peut aussi donc, faire la décomposition en deux glisseurs. Donc, et dans ce cas, on va considérer donc R tau est égal à RMA, un torseur. Donc, supposons donc qu'il existe un vecteur V tel que le moment au point A est égal à P vectoriel V. Donc, dans ce cas, donc, on peut décomposer donc l'auto sous forme d'un glisseur, donc R-V 0 plus donc plus un couple V donc V donc V0 donc au point P. Donc vous pouvez donc voir davantage donc sur le polycopie donc pour ce point. Donc la classification pour la classification des torseurs, donc pour la classification de torseurs, on a donc des règles générales donc, pour classer donc les torseurs. Donc la première, donc dans le cas 1, c'est que l'invariant donc scalaire d'un torseur il est nul. Et dans ce cas, donc il y a des cas. Le premier cas, c'est R, la résultante et le moment sont nuls, et dans ce cas, l'auto est un torseur nul. Le deuxième cas, le couple est nul, la résultante est nulle, et le moment il est différent de 0, et dans ce cas, le torseur est un couple. Troisième cas,
la résultante elle est différente des zéros et le moment il est nul. Dans ce cas, donc le taux est un glisseur donc associé donc à un vecteur lié à R. Dans le troisième cas, donc le R il est différent des zéros, MP est différent des zéros. Et dans ce cas, donc R il est perpendiculaire à MP. Dans ce cas, donc l'auto est un torseur, est un glisseur, donc R implique perpendiculaire à P, donc pour avoir donc l'invariance scalaire nulle. Et le cas 2, c'est que l'invariance scalaire elle est différente de 0. Et dans ce cas, donc l'auto il est ni torseur, donc il est ni torseur, ni glisseur, donc il est ni torseur, donc ni glisseur. Donc, il suffit juste de noter donc ni glisseur, donc ni torseur. Et dans ce cas, on peut pas on peut le décomposer sous forme d'une somme d'un glisseur plus un couple, tout simplement. Donc, cette séance donc est terminée et vous aurez donc associé à cette deuxième séance du cours donc le TD numéro 2 avec sa solution et la vidéo associée. Donc, au revoir et à la prochaine.